Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Continuons sur la conduction et nous allons parler des cristaux. Alors, les cristaux sont extrêmement répandus, beaucoup plus qu'on pourrait le croire de manière un peu naïve, on va dire, parce que presque toutes les roches sont de nature cristalline, à l'exception notable de l'amiante qui est plutôt fibreuse. Même le sable est de nature cristalline. Tous les métaux sont de nature cristalline, mais tous les cristaux n'ont pas l'aspect agréable des bijoux qu'on peut acheter en magasin, qui sont de gros cristaux, avec en plus en général des propriétés optiques assez remarquables, comme les émeraudes, les rubis, etc. Mais les cristaux en soi sont extrêmement banals. En général, les structures cristallines sont composées d'une myriade de petits cristaux minuscules, orientés dans tous les sens, complètement imbriqués les uns dans les autres, et qui donnent à la matière macroscopique, un aspect plutôt banal, lisse, grossier, irrégulier. Donc, n'ont pas l'apparence qu'on qualifierait habituellement dans le langage courant de cristaux. Les métaux, par exemple, ont donc cette structure cristalline. Alors, elle n'est pas facile à voir à l'œil nu. Il faut pour ça polir le métal jusqu'à ce qu'il soit aussi lisse qu'une peau de bébé. Donc, qu'il soit vraiment arasé très finement. Puis après, le placer en lumière rasante. Et si les cristaux ne sont pas trop petits, ce qui est vrai est souvent le cas des alliages de bonne qualité, donc il faut pratiquement avoir un alliage de mauvaise qualité pour le faire. Et alors en jouant un peu avec les reflets, on peut apercevoir la structure en mosaïque du cristal, qui sont en fait les facettes des cristaux. Alors les cristaux sont formés d'atomes et de molécules qui sont disposés selon une structure périodique qui se répète. De nombreuses géométries existent pour ces structures périodiques, comme la structure cubique, la structure hexagonale, la structure rhomboédrique, etc., etc. Et elles ont toutes été répertoriées en utilisant les lois de la géométrie et aussi en étudiant de très nombreux cristaux. Un exemple assez classique, assez simple, c'est le sel de cuisine, ou chlorure de sodium, c'est-à-dire NaCl. Na pour sodium, Cl pour chlore, dont la structure cubique est assez facile à observer sur des petits grains, de sel, voire parfois de beaux cristaux de sel gemme de grande taille, qui sont assez faciles à faire pousser en fait. Les atomes, ils sont agencés comme suit. Donc, on a un sodium, un chlore, un sodium, un chlore, donc de manière alternée, liés entre eux, chlore, sodium, tous liés entre eux, sodium, chlore, sodium, chlore, etc., etc., formant donc des structures cubiques dans l'agencement alterné des sodiums et des chlores. Il existe d'autres structures que les cristaux. Il y a les structures amorphes, comme le verre, et les structures fibreuses, comme le bois, les plastiques, très souvent d'ailleurs les matières organiques, etc. Mais les cristaux restent très répandus. Notons d'ailleurs que le verre, qu'on appelle communément du cristal, qu'on trouve dans des magasins de verrerie, en fait, n'est pas une structure cristalline. Ce n'est pas du cristal au sens des cristaux. Il est appelé comme ça à cause de son aspect, qui peut parfois rivaliser de beauté avec certains cristaux. Et on le taille en plus en facettes, etc. Mais sa structure microscopique n'est pas cristalline. Elle est amorphe. C'est-à-dire avec une disposition complètement désordonnée des molécules de silice, qui est du sable, du verre c'est du sable, d'oxyde de silicium. Ici, nous allons nous limiter aux cristaux.
qui ont une grande importance en physique, par exemple en électronique. La structure périodique des atomes ayant une grande influence sur leurs propriétés, des propriétés utiles. Dans un réseau d'atomes, il y a donc des liaisons chimiques entre atomes, c'est-à-dire des électrons qui sont échangés, par exemple dans le sel de cuisine. Un électron du sodium est arraché et placé sur le chlore. Donc on a en fait des Na+, ils sont chargés positivement, parce qu'il leur manque un électron, alors que le chlore est chargé négativement, parce qu'il a un électron en plus. Et la liaison chimique, c'est simplement l'attraction électrostatique entre charges électriques. C'est d'ailleurs pour ça que le sel se dissout facilement, parce que dans l'eau, les forces électrostatiques sont beaucoup plus faibles. Et donc, les atomes de sodium et de chlore se séparent dans l'eau, et le sel se dissout. Alors, les électrons peuvent aussi être mis en commun, donc non pas placés d'un atome à l'autre, mais mis en commun entre atomes. C'est ce qu'on appelle des liaisons covalentes, qu'on retrouve par exemple dans le diamant. De plus, les électrons peuvent s'échanger entre atomes, donc permuter ou se déplacer d'atome en atome et voyager ainsi dans la structure. La structure cristalline modifie donc nécessairement les orbitales électroniques. Alors, comment les calculer? Bon, on utilise les outils de la mécanique quantique, mais ce n'est pas facile parce qu'il est déjà difficile, voire parfois impossible, de mener des calculs de mécanique quantique dès qu'il y a plus d'un seul électron. Déjà pour l'hélium qui a 2 électrons, on doit utiliser des techniques d'approximation. Et a fortiori, s'il y a plusieurs atomes, ça devient épouvantable. Et même si les calculs numériques restent possibles, au moins pour des structures de complexité raisonnable, et avec là aussi parfois des approximations. C'est un domaine important de la chimie quantique. Mais on parle ici d'assemblage de milliers, de millions, voire de milliards d'atomes. Impossible de mener un tel calcul. Toutefois, la structure périodique simplifie les choses. En utilisant ce caractère périodique, avec quelques astuces mathématiques, éventuellement certaines simplifications, approximations, alors on peut arriver à résoudre le calcul pour des structures périodiques comme les cristaux, même s'ils restent terriblement complexes. J'ai vu ces calculs à l'université, la consigne était ne les étudiez pas pour l'examen. C'était trop compliqué. Les orbitales prennent alors une structure telle que celle-là. Donc, on va utiliser le diagramme énergie. Ici, la position. Là, l'énergie. Donc, ce n'est pas une structure verticale. Hein, c'est la valeur de l'énergie dans une direction. Alors, on a des atomes, ou plutôt ici des noyaux d'atomes disposés périodiquement. On a ceci. En fait, ça, c'est le potentiel électrostatique, le potentiel qui lie les électrons chargés négativement aux noyaux chargés positivement. Et enfin, on a des zones. On va avoir des zones qui ressemblent à ça. Qui sont les orbitales, c'est-à-dire les zones de présence des électrons. Et donc on trouve ainsi 2 sortes de zones de présence. Premièrement, les zones ici qui sont à l'intérieur des puits potentiels. Dans ces zones,
les électrons sont coincés, ils sont piégés dans le puits du potentiel, dans leur zone, et ils font partie de la liaison chimique entre atomes. On les appelle des électrons de valence. Ensuite, on a les zones hors du puits, qui sont d'ailleurs de forme assez tarabiscotée, périodique et liée à la structure cristalline. Et là, les électrons ne sont pas attachés à un atome particulier. L'électron peut se balader, se trouver un peu n'importe où dans cette zone. On les appelle les zones, les électrons de conduction. La structure du cristal n'est pas à une seule direction, comme ici, mais à 3 dimensions. Donc, ces structures un peu tarabiscotées de zones de conduction ont des formes à 3 dimensions assez complexes, découpées souvent en plusieurs zones distinctes et qui sont appelées zones de Brillouin. Mais inutile de se lancer dans une analyse compliquée de ces zones de Brillouin. Ce dessin schématique simplifié ici est suffisant pour voir ce qui se passe. Là, les électrons sont liés, là, les électrons peuvent se déplacer. Bande de valence, bande de conduction. Et donc, justement, dans la prochaine vidéo, nous aborderons ce qu'on appelle la théorie des bandes. Je vous remercie.